Oui, cette filière qui me passionne depuis tant d'années, donc je vais essayer de faire un éclairage sur son activité, surtout au niveau de la construction, puisque c'est le sujet qui nous intéresse le plus, et la filière d'une manière générale. Je vais introduire le sujet avec quelques chiffres qui expliquent pourquoi on a toute cette ébullition autour de la construction bois et de sa filière. Et comme disait Monsieur Cahan, donc on a des enjeux au niveau environnemental, et notamment cet objectif national qui est la neutralité carbone en 2050, et qui se traduit en fait par un objectif qui est d'avoir une émission de CO2 équivalent par habitant de 2 tonnes en 2050, c'est l'objectif, sachant qu'en 1990, elle était de 12 tonnes. Et alors, je ne saurais pas dire exactement où on en est aujourd'hui, mais je crois qu'on en est assez loin. Mais bon, peu importe. L'idée, c'est d'atteindre cet objectif. Et pour ça, il y a plusieurs leviers, dont 4 qui sont adossés à la filière forêt-bois. Je vais vous présenter ces 4 leviers. Alors, le premier, il touche au puits forestier. Et ce puits forestier, donc c'est l'écosystème forestier dans sa globalité, à savoir les arbres, le sol et les arbres morts. Aujourd'hui, ce stockage de carbone est estimé à 9,5 milliards de tonnes équivalent CO2. Donc l'idée, c'est annuellement, grâce à tout cet écosystème, de pouvoir en stocker 96 millions de tonnes équivalent CO2. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième, c'est une fois qu'on exploite les arbres de la forêt, donc on va les transformer en scierie dans l'industrie, etc. On va en faire des produits finis qui, eux, également, vont pouvoir stocker tout le carbone qui a été stocké dans l'arbre durant sa croissance. Et aujourd'hui, ce stockage est estimé à 380 millions de tonnes équivalent CO2. Et alors, c'est un peu difficile de le lisser par année, puisque tout dépend de la durée de vie en œuvre des éléments dont on parle, si c'est de la structure ou si c'est de l'ameublement, etc. C'est pas la même chose. Mais par contre, ce qu'on peut également avoir comme levier, c'est le levier de la substitution du matériau, qui en fait, l'idée, ça serait de privilégier les matériaux biosourcés, notamment le bois, en remplacement d'autres matériaux hautement émissifs, ou du moins plus émissifs comme le béton et l'acier. Et ça permettrait par année de stocker 16 millions de tonnes équivalent carbone. En tout cas, c'est l'estimation que donne la Cour des comptes selon une dernière étude qui a été publiée en 2017. Et enfin, il y a le quatrième levier qui est le même principe de substitution du matériau, mais ce coup-ci pour l'énergie, à savoir que d'utiliser du bois énergie au lieu de l'énergie fossile, c'est effectivement aussi plus vertueux et ça pourrait emmener un stockage équivalent à 18 millions de tonnes équivalent de CO2 par an. Voilà donc pour l'image concernant le stockage possible de la forêt et de ses produits. Et dans les faits, en fait, voilà, ça se traduit par une meilleure gestion sylvicole que nous n'avons à ce jour, une récolte accrue en bois, vous l'aurez compris, pour qu'il y ait plus de stockage de carbone dans les produits finis, avec notamment une orientation vers des usages à longue durée. Alors, on a parlé de la construction, bien évidemment, et j'en profite pour rappeler que récemment, le gouvernement avait annoncé qu'il souhaitait voir 50% des bâtiments publics réalisés en bois. C'est également un développement du recyclage et du réemploi, et c'est une valorisation énergétique en fin de vie. Alors, partons maintenant vers la forêt française pour comprendre comment elle fonctionne et comment elle est composée. Donc en France, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que la forêt est en croissance. Donc on peut le voir depuis ne serait-ce que 2005, de 2005 à 2016, il y a pas loin d'1 million d'hectares, un peu moins, qui ont cru. Donc on n'a pas de problème de déforestation en France et c'est la même chose en Europe. On a des forêts gérées durablement. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que la superficie forestière est composée à 75% de forêts privées et 25% de forêts publiques, et que la production en volume, par contre, représente 60%
au niveau des forêts privées et 40% des forêts publiques. Ce qui montre qu'il y a quand même déjà un petit problème à résoudre au niveau des forêts privées, puisque on pourrait avoir là un levier plus important d'exploitation des forêts privées. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que la forêt est composée de 21% de conifères, donc je vais dire qu'en gros, ce sont les sapins, épicéas, Douglas et autres pins. Ensuite, on a 12% de mixtes, feuillus conifères, et 67% de feuillus qui sont des essences comme le chêne, le châtaignier, le hêtre. Voilà. Et donc, c'est aussi important de savoir ça, puisque vous verrez que plus tard, dans la présentation, les principaux bois utilisés dans la construction sont plutôt des conifères. Le taux de prélèvement moyen de l'accroissement naturel est de 56%. Et autre fait important par rapport à notre forêt, c'est que seulement 23% sont utilisés en bois d'œuvre, c'est-à-dire dans la construction, 13% dans l'industrie. Je vais dire que là, ce sont plutôt les panneaux, les emballages et les palettes de bois, par exemple, et que 64% est utilisé en bois de chauffage. Donc on voit que là, on aurait un rééquilibrage certainement à effectuer, plutôt vers le bois d'œuvre et le bois d'industrie. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut noter. Et à droite, vous avez une image qui montre la géographie des forêts, des massifs forestiers, et qui montre que le grand quart nord-est, lui, est beaucoup moins peuplé en forêt que les régions, on va dire, du Grand Est et de l'Ouest et du Sud-Ouest, et du Sud-Est. Pardon, j'ai confondu nord-est et nord-ouest. Donc tout ce qui est Normandie et Bretagne sont moins peuplés que, évidemment, les zones montagneuses du Massif central, des Alpes, des Vosges, etc. Donc ensuite, comment ça se passe? On a la forêt, puis on a la partie transformation, donc les scieries, et puis la distribution en général qui se fait par le négoce. Et en général, 3 grands types de distribution: le bois construction, l'emballage bois et le bois énergie. C'est une simplification, mais ce sont les grandes images de la façon dont le bois est exploité en France. Alors, comment on valorise le bois à partir d'un arbre? Si on regarde les racines, on aura plutôt du bois énergie. Ensuite, on a le tronc, qui est réservé aux usages nobles, comme l'ébénisterie, la tonnellerie. Ensuite, on a la surbille qui sera plus dédiée aux usages de charpente et à la palette. Et enfin, le houppier en partie haute qui sera plutôt dédié au bois papier, plaquettes, bûches, etc. Le schéma de droite montre un peu plus en détail le schéma qu'il y avait sur la page précédente, à savoir notamment tous les produits finis, emballage, charpente, menuiserie, parquet, meubles, etc. C'est pour vous donner une idée de tout ce qu'on peut faire avec un arbre, aujourd'hui en tout cas. Autre info importante de mon point de vue, c'est l'origine des volumes de bois employés en France. Donc les données 2017 montrent qu'en France, 65% du bois d'œuvre est issu de forêts françaises, 35% importé. Donc le bois d'œuvre, je répète, c'est tout le bois de structure notamment, plutôt les sciages. Et le bois d'industrie, par contre, on a 59% d'importation. Donc là, il y a aussi pas mal de questions à se poser sur notre capacité à transformer le bois en matériaux, je dirais, d'ingénierie ou d'ameublement principalement. Et par contre, au niveau de l'énergie, on a 88% de bois issus de nos forêts. Tout ça emmène à dire que cette filière totale représente un chiffre d'affaires de 53 milliards d'euros tout de même, avec 378 000 emplois, 60 000 entreprises, une valeur ajoutée de 25 milliards d'euros, dont 34% réalisés par le bois construction, d'où aussi l'intérêt d'orienter quand même l'exploitation vers ce domaine, 18% dans le papier et carton, 9% dans l'amont forestier et 6% dans la première transformation. Et ce qui est moins sympathique, voilà, quelque chose à corriger, c'est le déficit commercial qui est de 7 milliards d'euros. Donc avec une partie, deux grosses parties qui sont l'ameublement et le papier carton.
Pour finir, sur la forêt française, j'aimerais quand même dire que même si aujourd'hui elle n'est pas très orientée construction et qu'on a des progrès à faire sur voilà, les différents débouchés, il n'empêche qu'on a une grande diversité en espèces d'arbres, que cette forêt abrite plein d'espèces de mammifères, d'oiseaux, de flore, etc. Et qu'elle contribue à filtrer les poussières, les pollutions microbiennes de l'air. Et également, elle joue un rôle de régulation hydraulique et d'épuration de l'eau. Donc, il n'y a pas que la question du carbone, mais il y a aussi d'autres sujets attenant à l'environnement, au développement durable, qui sont importants dont il faut tenir compte. Donc, il faut préserver cette forêt, voire aujourd'hui penser à la développer. Alors, ensuite, j'ai mis cette image. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est juste pour montrer comment la filière est représentée dans ces instances et vous comprendrez tout de suite que c'est assez complexe. Entre l'amont et l'aval, il y a énormément d'instances différentes, ce qui fait qu'on comprend que ce n'est pas toujours évident de parler à l'unisson, on va dire, et que je pense qu'il y a encore là également beaucoup de progrès à faire en termes de communication et d'homogénéisation de la prise de décision, etc. Mais bon, ceci dit, ça progresse et voilà, donc c'est pour que vous vous rendiez compte qu'il y a énormément d'instances décisionnelles quand on décide par exemple d'investir dans certains domaines. Ça passe par tout un tas d'instances et c'est pas toujours évident. Voilà, le temps de réactivité, de temps de réaction est parfois un peu long. Je vais maintenant parler du marché de la construction bois avec ce slide qui montre, selon une enquête nationale qui a été réalisée sur l'activité 2018, qui a été publiée en 2019, que tous les domaines de la construction bois sont en hausse par rapport à 2016. Qu'il s'agisse du logement collectif bois, des maisons individuelles, des surélévations, des bâtiments industriels, des bâtiments tertiaires privés, publics, etc. On a a priori de belles perspectives d'avenir. Si on rentre un peu plus dans le détail, à gauche, un diagramme qui montre l'évolution du nombre d'entreprises et du chiffre d'affaires construction bois depuis 2012. À savoir qu'en 2018, il était de 1,9 milliard avec 2080 entreprises engagées sur le secteur de la construction. Et à droite, donc une image du territoire, des régions qui montre celles qui sont, on va dire, les plus actives en termes de nombre d'entreprises et de chiffre d'affaires, où on retrouve la Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne-Rhône-Alpes en tête. Et suivent des régions comme le Grand Est et la Bretagne-Pays de Loire qui sont, voilà, pour ces quatre-là, qui sont historiquement, voilà, qui ont toujours été positionnés sur ce secteur de la construction bois. Donc à l'ouest, parce qu'on a des ports sur lesquels on a beaucoup de bois qui arrivent, notamment des pays du Nord, et qui favorisent derrière tout le commerce du bois. Et à l'est, bien sûr, les massifs forestiers. Donc, c'est compréhensible que derrière les débouchés soient plus importants. Mais tout de même à noter qu'en Île-de-France, en fait, l'image est un peu trompeuse dans le sens où le vrai chiffre d'affaires, c'est 240 millions d'euros, qui est réalisé par beaucoup d'entreprises qui sont non franciliennes. Et je dirais qu'aujourd'hui, une grande partie des grandes constructions se fait quand même en Île-de-France. Et j'y viendrai un peu plus tard. Pour continuer sur le marché de la construction bois, ce qui me paraissait aussi intéressant de voir, c'est qu'on a un grand nombre d'entreprises qui existent depuis déjà plus de 11 ans, voire 40% qui existent déjà depuis plus de 20 ans. Et surtout, je dirais 75% d'entre elles qui ont une activité sur leur département, sur le département limitrophe. Ce qui veut dire que ce sont des petites entreprises qui rayonnent uniquement en département et voire un peu en région, mais pas tant que ça. Et ce qui veut aussi dire qu'il y a beaucoup d'écosystèmes sur notre territoire. Voilà, et donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte. J'ai envie de dire notamment parce que ils participent au développement économique de cette filière.
et au développement durable finalement, puisque de plus en plus on parle aussi de développement local, d'approvisionnement local. Donc on a ces écosystèmes, ils existent. Ensuite, ce que je voulais montrer, c'était les parts de marché concernant les systèmes constructifs, où on voit que le poteau-poutre, qui est peut-être un des plus anciens connus, ne représente que 10% de parts de marché. Donc le poteau-poutre, comme son nom l'indique, c'est un système qui combine des poteaux et des poutres les uns sur les autres. Voilà, c'est assez classique comme système constructif. Celui qui domine le marché de la construction en bois, c'est l'ossature bois, avec 85% de parts de marché, qui est un système plus industrialisé, qui est en général se fait en préfabrication atelier et qui permet d'emmener des murs complets, isolés, parfois avec les menuiseries, le bardage, et qui s'est développé tout au long de ces dernières années, même depuis les années 80, et qui aujourd'hui voilà, est pratiqué par la plupart des charpentiers utilisent ce système. Et ensuite, depuis quelques années, un nouveau produit qui s'appelle le CLT, Cross Laminated Timber, ou bois lamellé collé croisé. Donc là, il s'agit de gros panneaux industriels qui arrivent totalement prédécoupés sur chantier, qui peuvent s'apparenter à du mur préfa, mais en bois, et qui ne cesse de prendre des parts de marché, notamment qui a une application intéressante pour les bâtiments multiniveaux. Ensuite, rapidement, sur d'autres types de marchés qui concernent la construction en bois, on a l'ITE, donc l'isolation thermique par l'extérieur, qui est de plus en plus utilisée, et notamment pour tout ce qui est associé aux matériaux biosourcés. Avec voilà, donc ce marché est en forte explosion d'une manière générale, et l'ITE structure bois également. On peut également citer une forte progression des extensions sur élévation, sachant que dans ces chiffres sont inclus les extensions sur élévation de maisons individuelles, qui concernent beaucoup moins CETEC, j'imagine. Mais on observe depuis quelque temps des demandes de bailleurs, de collectivités et voilà, des clients un peu plus importants que des privés pour surélever ou étendre ou faire des extensions de bâtiments existants. Si on regarde le marché du logement, on observe qu'on a une progression forte au niveau des maisons individuelles dans le secteur groupé, qui est la couleur orange dans le diagramme de gauche, et également une forte progression du donc avec des répartitions, on va dire, qui retrouvent ce que j'ai montré tout à l'heure en termes d'activité sur le territoire, les régions de l'Ouest, notamment la région nantaise, la région bordelaise, avec aussi un peu la Bretagne, et puis le Grand Est. Sachant que je pense qu'à Paris, à Paris en Île-de-France, c'est là où il y a le plus de construction de logements collectifs, mais en proportion, bois, c'est encore assez faible, même si le nombre est important, ce qui me fait dire qu'on a ici un fort potentiel de développement. Ensuite, ces deux tableaux montrent donc les parts de logements collectifs. Donc, vous voyez qu'au final, au niveau national, on n'est qu'à 4,3% du logement collectif qui est fait en bois, ce qui est peu de mon point de vue. Et ne serait-ce que si on pouvait atteindre des parts de marché de 10 à 15%, ça serait déjà assez colossal, j'ai envie de dire, pour la filière. Et puis, en termes de bâtiments tertiaires privés publics, on est à 10,5%. Donc là aussi, je pense qu'il y a d'énormes possibilités. Et à mon avis, ça va continuer à se développer très fortement. Alors pourquoi je dis ça? C'est que si on regarde d'une façon plus large, on voit que des opportunités sont assez évidentes, en tout cas me paraissent évidentes. Au niveau politique, je l'avais cité, donc la volonté du gouvernement d'avoir beaucoup plus de bâtiments publics en bois. Au niveau économique, j'ai noté moi un intérêt grandissant des majors de la construction sur ce secteur, puisque
pas plus tard qu'aujourd'hui, je crois que Bouygues publiait dans Businessimo sa stratégie sur la construction bois avec la création d'une marque qui s'appelle WeWood et qui souhaite que 30% de leur construction soit en bois dans les années à venir. Alors, je ne me rappelle plus de l'objectif temps, mais en tout cas, il y a une forte orientation bois. Il y a quelques années, Vinci a investi, donc a racheté des entreprises dans la construction bois, et Eiffage récemment avec Savard également. Donc ces majors-là sont clairement positionnés sur le secteur de la construction bois. Et je pense que c'est ce qui va faire passer la construction bois dans une autre dimension. Ensuite, il y a une prise de conscience environnementale, à mon avis, qui est indéniable. Et puis, on a les qualités intrinsèques du matériau. Donc, le matériau est renouvelable dès lors qu'il est géré durablement et représente un puits de carbone qui, pour le réchauffement climatique, en tout cas, présente un intérêt certain. En revanche, en contrepartie, on a quand même des freins que j'ai appelés menaces, avec des impacts divers, mais les principaux restent le coût de construction qui aujourd'hui est un peu supérieur par rapport à la construction dite classique, béton, parpaing, etc. Et également au niveau de la réglementation, notamment de l'incendie, puisque la construction progresse plus vite que la réglementation, puisque ce type de discipline nécessite de faire des essais, d'avoir des retours d'expérience. Et donc, il y a un décalage entre l'industrie de la construction et on va dire l'adaptation de la réglementation. Mais on progresse et je garde bon espoir que tout ça finisse par s'harmoniser. Ce que je voulais montrer, c'est aussi au niveau du cycle de vie qu'on se situe plutôt dans la phase de croissance. On pourrait le mettre plus ou moins en avant, en arrière, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus de promoteurs et de clients, d'acheteurs intéressés, et que de fait, on va aussi avoir de plus en plus de bureaux d'études, maîtres d'œuvre, etc., qui vont se positionner sur ce secteur. Mais en tout cas, c'est le bon moment pour s'intéresser de près à ce domaine. Enfin, si je regarde où on se situe par rapport à nos confrères néanmoins concurrents, moi, c'est l'image que j'ai aujourd'hui, à savoir qu'il me semble qu'on fait partie d'un trio de tête, en tout cas que j'ai moi identifié avec Egis Sartelia, où on a des compétences bois certaines qui se sont accrues, et puis des compétences multi-activités qui ne sont pas démontrées, je pense en tout cas chez CETEC, chez les autres je connais moins, mais depuis que je suis arrivé, je me rends compte du niveau d'ingénierie qu'il y a ici. Et je pense qu'il y a pas mal de progrès encore à faire sur le bois, mais on est là pour ça et c'est tant mieux. Et ensuite, d'autres bureaux d'études plus petits, mais qui montent en compétences également. Donc je pensais que c'était intéressant de voir ça aussi. Donc tout ça interpelle sur les opportunités qu'on va pouvoir se procurer, quels sont les secteurs, les segments de marché sur lesquels on va aller se positionner. Et ce que je voulais montrer, c'est déjà le premier, ce sont les bâtiments de grande hauteur et les immeubles de grande hauteur. Donc on observe une tendance à la verticalité depuis quelques années. J'ai mis là quelques exemples de réalisation, de projets qui sont soit toujours en projet, soit qui ont été réalisés. Et donc clairement, bien sûr pour CETEC, c'est le type d'ouvrage qui nous intéresserait. En tout cas chez TPI, je sais qu'avec Jean-Marc et François, Jean-Marc Gégère, François Lebrun, on essaye de créer plus de marché. En tout cas, on est force de proposition pour qu'on puisse se positionner sur ce type d'ouvrage. L'exemple, notamment la tour Hyperion à Bordeaux, pour laquelle on a fait l'étude d'exécution pour le compte d'Eiffage Construction. Donc, Audrey Zonco, Clément Ledem, notamment les ingénieurs de l'équipe de Bernard Datry qui ont réalisé ce travail et qui constitue pour CETEC une très belle référence. Donc, c'est pour donner un exemple de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui.
Et puis des sujets sur lesquels j'essaie de me positionner en tout cas, et qui sont en attente d'attribution pour la réalisation. Donc il y a le siège mondial d'Engie à la Garenne-Colombes, donc 136 000 m², 6 bâtiments, des bureaux commerce. Donc pour le compte, donc bien sûr Engie, mais c'est Nexity le promoteur et Art Build qui est un des maîtres d'œuvre. Donc ça c'est un sujet par exemple qui peut nous intéresser. Et un autre que j'ai sélectionné qui est juste en face de chez nous, de Centrale Seine, à savoir le UCare, qui consiste à 13 500 m² de logement, d'activité, pour lequel, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on doit enjamber le chemin de fer, les voies de chemin de fer, et ensuite construire un multiniveau en bois. Et donc là, on voit l'intérêt du bois, donc sa légèreté, et en même temps, bon, ses qualités, bien sûr, environnementales. Mais également, ce qui est intéressant pour nous, c'est ce mix de matériaux, de structures et de réflexions qui correspondent parfaitement à notre bureau d'études. Donc là, c'est DVVD Architecte et Altarea Cogedim en promotion. Et là, pareil, je suis dans l'attente de savoir qui va avoir la réalisation, et je suis en contact avec les entreprises de charpente bois qui vont se positionner. Ensuite, il y a les structures de type charpente. J'ai donné un exemple ici, la maîtrise d'œuvre structure en cours que nous réalisons. Donc c'est Daniel Prats dans l'équipe de Pierre-Loïc Véron, il me semble, qui réalise cette maîtrise d'œuvre structure en partenariat avec CETEC Bâtiment pour la gare du Kremlin-Bicêtre. Donc c'est une charpente tout en lamellé collé qui a été imaginée par l'architecte Jean-Paul Viguier. Et ensuite, des ouvrages d'art, je pense qu'on devrait, en tout cas qui mériteraient de voir plus de bois en structure. Ça me paraît assez évident, au moins en mixte, matériaux. Et ensuite, un autre sujet qui commence à émerger, c'est les parkings aériens. Donc, il y en a un qui est en train d'être réalisé à Dijon, et il y a je pense, des villes, des aménageurs qui pourraient être intéressés par ce type de projet qui, en plus, se présente l'avantage d'être démontable, remontable, si tant est qu'on le conçoive de cette façon-là, mais moi, j'y crois beaucoup. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à montrer. J'espère que j'étais assez concis et je suis disponible pour vos questions. Alors, la première question, c'est peut-on expliquer le taux de prélèvement moyen de l'accroissement naturel? Je ne suis pas un spécialiste de la récolte forestière, mais il me semble que c'est le fait que si c'était 100%, c'est qu'en fait, il n'y a pas de régénération naturelle. Donc, ça veut dire qu'en fait, sur ce qui pousse annuellement, on n'en prélève que 56%. C'est comme ça que je le comprends, et j'avais lu des articles par ailleurs qui expliquaient que, en fait, ce taux-là explique que la forêt est en continuelle croissance et se régénère par elle-même, en fait. Ok, très bien. Alors, je passe à la question suivante. Le conifère et les feuillus stockent-ils autant de CO2 au kilomètre carré? Ouh, ça c'est pointu, je sais pas. Je sais pas. Je veux bien noter la question et me demander. Ça, non, franchement, c'est trop pointu. C'est vraiment du domaine de la sylviculture. Au mètre carré, c'est compliqué. Je ne sais pas du tout combien de feuillus et combien de conifères on plante au mètre carré. Enfin, d'ailleurs, c'est pas au mètre carré, ça sera plutôt au kilomètre carré. Et ce qu'on peut en tirer en termes de ratio au mètre carré. Là, je botte en touche, je suis désolé. C'est plus du domaine de la forêt. Mais je note la question. Et je promets d'y répondre. D'accord, merci beaucoup. Alors, on avait une autre question que je viens de voir, c'est quelle est la durée de vie d'une structure en bois? Alors, normalement, elle est conçue aujourd'hui avec les Eurocodes, et la durée minimum attendue, c'est 50 ans, en utilisant ces codes de calcul et ces codes de conception. Ceci dit,
On observe des bâtiments, des ouvrages qui ont plusieurs centaines d'années, donc j'ai envie de vous dire que en fonction ça dépend de la conception, mais si on fait en sorte que le bois ne soit pas exposé notamment aux intempéries, aux attaques d'insectes, voilà, ce type de problématique-là, il peut avoir plusieurs siècles de longévité dans l'ouvrage. Ça, c'est pas, enfin pour moi, c'est pas un sujet, mais on peut d'ailleurs tout le vieux Paris dans le Marais est constitué d'ossature bois. Peu de gens le savent, mais c'est du pan de bois qui date du Moyen Âge, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est pas un sujet, c'est une question de conception en fait. D'accord, merci. Alors, il y a une question anonyme. La gestion des forêts, découpe, plantation pour exploiter le bois ne risque-t-elle pas de déstabiliser l'écosystème? Ça peut. Donc il y a des débats à ce sujet. Là encore, je suis pas un spécialiste, mais le piège serait de tomber dans la monoculture. Effectivement, on pourrait être tenté de planter que des conifères puisque ce sont les essences les plus utilisées en construction. Pour résorber un peu ce déficit commercial, par exemple, et puis répondre à la demande de la construction. Et en fait, on ferait une bêtise de l'autre, puisque on a vu au niveau biodiversité, il y a tout un écosystème de la forêt qu'il faut préserver. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre planter peut-être plus de conifères à un moment donné ou sur des endroits qui sont en friche, pourquoi pas, et maintenir les écosystèmes, la biodiversité actuelle, tout en développant l'utilisation du feuillu plus dans la construction. Voilà, je pense qu'il y a différentes solutions, mais je ne crois pas qu'on se laissera piéger par ça. Je ne pense pas, mais bon. Ok, alors il y a la question de Thomas Clément. En pratique, que fait-on du bois lors de la fin de vie du bâtiment? Réemploi, recyclage? Alors, bon, je vais essayer de répondre au mieux. J'ai regardé ça récemment. Si on prend les FDES notamment qui sont publiés, les scénarios de fin de vie, pour la plupart des produits, sont établis, en tout cas c'est le FCBA qui est un organisme qui s'occupe un peu de gérer les FDES pour le bois. Il y en a à peu près, je crois, 40% qui sont recyclés. Il y en a un autre pourcentage, peut-être 20%, qui partent en bois énergie. Et il y en a quand même 40% qu'on estime, comment on va dire, partir en déchetterie, c'est-à-dire que finalement, ils vont rejeter leur carbone. Alors, ça, ce sont ils ont été obligés, je pense, de prendre des grandes lignes pour arriver à faire toutes ces fiches environnementales, de données environnementales et sanitaires. Après, je crois que la filière recyclage est pas très bien aujourd'hui organisée. Ça, ça existe, mais c'est pas si bien organisé que ça, donc ça mériterait d'être mieux organisé. Et du coup, il y a ces scénarios de fin de vie qui sont aujourd'hui standards. Comme je vous disais, il y a environ, je crois, 40% qui sont recyclés, réemployés, 20% peut-être brûlés en bois énergie, et l'autre partie qui est mis en décharge. Ce sont les scénarios qui sont retenus aujourd'hui, mais qui devraient être améliorés. Ok, merci beaucoup. Alors, on a une autre question anonyme. Sur les besoins en matières premières, le développement de la construction bois va entraîner une augmentation des besoins en matières premières. Comment la filière s'organise, notamment par rapport à la concurrence du recours au bois pour le chauffage? J'ai envie de dire que ça serait bien que déjà on exploite mieux la forêt, comme je l'ai montré tout à l'heure. D'avoir plus de solutions avec les feuillus, puisque ce sont quand même les feuillus qui représentent le plus gros de la matière première. Ensuite, c'est de planter plus, si tant est qu'on avait des territoires pour planter plus, mais je pense que oui. Voilà, donc dans un premier temps, je pense que c'est comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre?
Non, ces deux leviers-là, en tout cas, c'est ce dont j'entends le plus parler, c'est d'utiliser plus de feuillus et de planter par ailleurs plus sans que ça ne nuise à la biodiversité, au système forestier actuel. Ok, merci beaucoup. Alors, on a la question de Laurence Dadillon. L'activité construction bois semble en baisse depuis 2012, d'après le slide du chiffre d'affaires. Pourquoi? Il y a eu la crise du bâtiment et la construction bois en a pâti comme toute la construction. Sauf que depuis quelques années, elle reprend du poil de la bête avec tout ce que j'ai montré. Et je ne sais pas avec la crise du Covid comment ça va se passer, mais il semblerait que j'ai eu quelques échos que en tout cas les petites entreprises ont assez bien résisté, que la demande est toujours là. Mais il faut s'attendre quand même à une baisse de l'activité, puisque le secteur de la construction bois suit, j'ai envie de dire, l'état de la construction bois en général. Même si elle tend à prendre des parts de marché, elle suit quand même la tendance générale de l'activité. Ok, merci beaucoup. Alors, on a encore une question anonyme. Le postulat d'une forêt française en croissance et se régénérant prend-il en compte les effets et les risques liés au dérèglement climatique? Je pense que c'est en cours de discussion. Là encore, je ne suis pas le spécialiste de la forêt, mais il semblerait que, comme il y a eu beaucoup d'attaques de scolytes, notamment, dans certains massifs qui ont mis à mal, qui ont tué beaucoup d'arbres, beaucoup de spécialistes commencent à réfléchir à des essences qui seraient plus durables, notamment pour des questions par rapport à la sécheresse et au réchauffement climatique. Donc c'est une réflexion qui est en cours, mais forcément il y a un risque, je pense, pour la forêt, sans parler des incendies, puisqu'on voit aux États-Unis par exemple ce que la sécheresse peut emmener en termes de risque incendie. Mais il y a également effectivement des arbres qui meurent de plus en plus avec ce réchauffement climatique. Une des solutions, en tout cas celle dont j'entends parler, c'est de trouver des essences qui résistent mieux. D'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, on a la question de Denis Saint-Bille. Un bâtiment bois nécessite-t-il plus d'entretien qu'un bâtiment classique en béton? Non. Alors, après, ça dépend de ce qu'on entend par bâtiment en bois. Moi, j'entends par là la structure, c'est-à-dire les murs, les planchers, qui en général sont protégés. Parfois, ils sont apparents, mais en général, ils sont protégés par des matériaux de type placo ou autres revêtements. Mais par contre, effectivement, si on entend par bâtiment bois les revêtements extérieurs de type bardage, effectivement, on a besoin d'entretenir un peu ces types de revêtements. Quoique depuis quelques années, des progrès ont été faits au niveau de la R&D, qu'on arrive à trouver des produits qui sont beaucoup plus stables par rapport aux UV et aux intempéries et qui demandent beaucoup moins d'entretien. Mais il faut savoir que si on met du bois à l'extérieur, c'est comme une terrasse, c'est comme un bardage bois. Il va y avoir un peu de mouvement, il va y avoir des changements de couleur et donc des interventions possibles à certains moments. Tout à fait. Ok. Alors, on a aussi une question de Marion Thiel qui te remercie pour cette présentation et qui nous dit que pour accélérer le recours à la construction bois, on peut passer par l'intégration de critères spécifiques dans les documents de marché. Donc, est-ce que tu as des exemples de bonnes pratiques ou des pièges à éviter? Oui, la bonne pratique pour moi, le premier réflexe, là, quand on me pose cette question, c'est d'alerter les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, sur le fait que déjà, il faut constituer la bonne équipe, c'est-à-dire un architecte qui connaît la construction bois, un bureau d'études qui connaît la construction bois et une entreprise qui en a déjà fait, qui a des références ou qui connaît. Parce qu'en fait, tout va se jouer au niveau de la conception.
Et la conception doit tenir compte dès le début de la façon dont ça va être produit, fabriqué, etc. Puisque on est beaucoup en préfabrication, en fabrication hors site, comme on dit. Et de fait, les pièges souvent que j'ai pu voir, c'est donc une conception un peu, on va dire, pas artistique, mais voilà, ou du moins selon la façon dont on peut concevoir avec d'autres matériaux, qui n'étaient pas du tout adaptés et qui, en phase d'exécution, se sont avérés compliqués à réaliser. Et des fois, tournent tout simplement voilà, au béton, hein, parce qu'on en revient à des choses connues. Donc ça, c'est un premier piège à éviter. Et de fait, derrière, ça veut dire qu'en prescription, il faut essayer d'inciter les maîtres d'ouvrage à faire des macro-lots. Donc j'ai envie de dire clos et couverts, pour que ce soit la même entreprise qui assure le lot structure, le lot voilà, isolation, revêtement extérieur et étanchéité, de sorte qu'on n'ait pas de souci d'interaction entre les différents intervenants et qu'on assure une bonne étanchéité à l'eau, à l'air. Voilà, ça c'est très important. C'est les deux choses qui me viennent à l'esprit, c'est la bonne équipe et le macro-lot. Après, en général, ça roule. Merci beaucoup. Alors, je passe à la question de Gaël Houdin. Existe-t-il en France des forêts capables de répondre à la demande d'une conception poteau-poutre de grande portée? Non, je crois pas. Parce que vous l'avez vu, ce que j'ai montré, l'arbre que j'ai montré, la plupart des bois qu'on trouve dans le commerce, hein, bon, en général, ils s'arrêtent à 6 mètres de long. Enfin, c'est pas les arbres, hein, mais la partie dont on se sert en charpente. Déjà, si on veut des choses au-delà de 6 mètres, ça devient un peu compliqué. Alors, on a pour le monument historique, hein, ça m'est arrivé dans le passé d'avoir des poutres qui faisaient 10 à 12 mètres de long, 45 par 45 cm, dans des choses vraiment assez impressionnantes. Mais c'est vraiment pour du bâtiment, du monument historique. Et on ne trouve pas ça comme ça. Et si vous voulez, après, au-delà de, je sais pas, 6-8 mètres, on a plutôt recours aux lamellés collés. Donc là, on va reconstituer du bois en le collant avec un procédé spécial qui fait qu'on peut atteindre des portées jusqu'à 80 ou 100 mètres sous forme d'arc ou de poutre, mais en utilisant des bois standards du marché. Voilà, c'est plus facile à faire que de trouver ça dans la nature, c'est très compliqué. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on fait aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Alors, Delphine Rousseau se demande si la gestion des forêts en France peut être globalement qualifiée d'éco-responsable actuellement. Quels sont les axes d'amélioration par rapport à cette gestion? Et pour encore améliorer la gestion et la biodiversité et les puits de carbone et pour favoriser la construction bois, quels sont les axes d'amélioration? Alors, je pense que, au niveau public, oui, elle est gérée de façon durable, ça fait aucun doute. L'ONF, tout le monde connaît l'ONF et je pense fait un super boulot à ce niveau-là. Après, je pense que le problème, il est plus du côté de la forêt privée, puisque je pense qu'il y a énormément de personnes comme vous et moi qui déjà ne savent même pas qu'ils ont des bois. Même dans ma famille, j'en ai. Hein, ma femme notamment a des bois, elle ne savait même pas. Donc il y a énormément de petits propriétaires. Et pour celles et ceux qui en ont, et il y en a beaucoup qui considèrent ça juste comme du patrimoine et n'entretiennent pas forcément ces bois. Et de fait, il y a une espèce de régénération naturelle, mais qui n'est pas optimum. Alors c'est pas, comment on va dire, c'est pas un problème pour l'exploitation puisqu'elles sont pas exploitées d'ailleurs, donc il n'y a pas de problème de déforestation. Mais par contre, malheureusement, on exploite mal nos forêts privées. Et donc je pense qu'il faudrait des incitations fortes. Alors je ne sais pas si c'est des incitations fiscales ou autres, pour que les privés décident d'exploiter leurs forêts. Voilà, donc je pense que ça serait un des leviers, ça serait de convaincre et d'inciter les Françaises et les Français qui ont des forêts privées à mieux les exploiter. Je pense qu'il y a un des leviers ici.
Et après, c'est de continuer à planter partout où on peut, là où il y a des terres en friche, hein, des friches disponibles. Pourquoi pas même des friches industrielles qui sont à l'abandon. Les reforester, ça pourrait être aussi une solution. Et puis ensuite, c'est de continuer à bien valoriser les forêts. Voilà, je suis en relation avec une interprofession d'Île-de-France qui s'appelle FIBois Île-de-France, à laquelle on est maintenant adhérent, et qui m'explique qu'ils essayent de mettre en place des actions pour que les forêts d'Île-de-France soient bien mieux exploitées. Ce qui veut dire que voilà, il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais je le vois comme ça. Ok. Alors, une question de Camille Brun. Connaissez-vous la part d'importation du bois pour la construction en France? Et les transports sont-ils considérés dans les calculs de CO2? Alors, la première partie, je crois que je l'ai montré. Le bois d'œuvre, c'était 35% d'importation. Donc, on va dire, c'est les sillages bruts, pour faire court. Et le bois d'industrie, donc je vais dire les panneaux, le bois d'ameublement et les bois d'ingénierie comme le lame et collé, le CLT, ça représentait, je crois, 59% d'importation. Ce qui veut dire qu'on n'est pas bon dans cette transformation du bois quelque part, en tout cas vers des produits à valeur ajoutée. Et ça, c'est pour une raison simple, c'est que voilà, en fait, comme je l'ai dit, nos écosystèmes sont très départementaux, régionaux, donc quelque part, c'est assez rural. Et voilà, on n'a pas investi finalement dans ces secteurs. Et cette industrie est un peu en retard comparée aux industries germaniques et comment dire, scandinaves, qui elles par contre ont investi beaucoup dans ces usines de transformation et proposent des produits finis de grande qualité à des prix très compétitifs, donc difficile de lutter contre. Ça c'est pour l'explication voilà, de l'importation de ces bois-là. Et ensuite, concernant l'impact du transport, oui, bien sûr, il est pris en compte de plus en plus, notamment si on regarde ces fameuses fiches de déclaration de données sanitaires. On voit que le transport a un fort impact sur notamment l'émission de gaz à effet de serre et que ça va être un levier pour qu'on utilise plus de bois français, en tout cas plus de bois, j'ai envie de dire, local, entre guillemets, si tant est qu'on en trouve. Parce que ça va être ça un peu le challenge, c'est d'avoir le bon produit à l'endroit où on va construire. Ok, merci. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, la question de Michel Darpas est: assure-t-on le renouvellement par plantation des espèces les plus exploitées, comme on le faisait il y a quelques années avec les chênes pour la marine, par exemple, dans nos forêts? Ouais, comme je disais, au niveau public, c'est sans nul doute, c'est fait. Alors, je ne connais plus le pourcentage de forêts françaises qui sont éco-certifiées PEFC-FSC, mais il est relativement important. Mais même s'il n'y a pas de certification, l'ONF a, je pense, que cette mission de faire en sorte que la forêt française se régénère bien, en tout cas la forêt publique. Et après, je redis voilà, que la forêt privée, malheureusement, est mal exploitée. Au niveau de la régénération de ces espèces, je pense qu'il n'y a pas de souci particulier. Voilà, non. En tout cas, les études montrent qu'on n'a pas de problème de régénération d'essence, plutôt un problème d'exploitation, j'ai envie de dire, quoi. C'est noté. Alors, la question de Pierre Lescaut sur les contextes de sécheresse. Est-ce que si on utilise plus de bois dans un tel contexte, est-ce qu'on menace la survie des arbres? Moi, je ne pense pas, puisque on a montré déjà qu'il est possible de bien gérer comment dire, la forêt, c'est-à-dire de replanter les arbres qu'on va couper et d'avoir une gestion durable de ces phases de plantation, etc. Donc l'idée, c'est de prélever un certain volume et de laisser suffisamment de volume derrière avant de recouper. Donc moi, je ne m'inquiète pas du tout sur ce sujet-là. Ce qui est plus délicat, c'est les essences disponibles en France pour la construction.
Ils peuvent être touchés de plein fouet, enfin c'est déjà le cas hein, dans certains massifs par la sécheresse, et qui pourraient nous prendre de court à un moment donné, puisque le temps de maturation, enfin de maturité pour récolter, alors les conifères c'est entre 45 et 50 ans, et le chêne par exemple c'est plutôt aux alentours de 80 ans, donc voilà, il ne faudrait pas que d'un coup on ait des massifs entiers qui soient sinistrés, puisque derrière on comprend bien qu'on aurait un problème de repousse avant de pouvoir récolter. Donc c'est une vraie réflexion qu'il y a en ce moment. Mais bon voilà. Après dans les situations normales, je ne pense pas qu'il y ait un problème de régénération et de gestion durable de la forêt. Ok, alors on a aussi une question anonyme sur la colle. Le bois lamellé collé et le CLT comportent beaucoup de colle. Dans les IGH, ils sont ensuite floqués. Au final, le bois collé et floqué reste-t-il plus intéressant que le béton en termes d'équivalent carbone? Est-ce qu'on a des chiffres? Oui, alors sans nul doute, de mon point de vue, puisque déjà, je crois que la colle dans le CLT, ça représente, je crois que c'est même pas 1% de la matière. Donc c'est très très peu. En fait, il faut comprendre que les joints de colle sont extrêmement fins. C'est de l'ordre de, je ne sais pas si c'est pas 0,2, 0,3 mm. La colle qui est utilisée, c'est souvent de la résorcine ou de la polyuréthane, donc des colles effectivement issues de l'industrie pétrochimique. Mais les quantités sont vraiment très faibles. Par ailleurs, ces produits respectent la norme REACH, qui est donc celle qui comment dire, a trait aux émissions de composés organiques volatiles. Donc, et ces produits-là sont classés A, donc ça veut dire qu'une fois qu'ils ont été transformés, mis sur le marché, il n'y a plus de composés, enfin de pollution de l'air en tout cas, enfin du moins, sont très, très tolérables. Donc la colle, c'est pas le sujet pour moi au niveau du carbone. Et le flocage, je ne sais pas ce que ça représente en termes d'émissions de carbone. Ça, je ne saurais pas dire, puisque bon, c'est quand même très. C'est rare qu'on ait recours au flocage. De mon point de vue, on a eu recours, je crois, sur Hyperion, mais c'était assez novateur. Mais ce que stocke quand même le bois par rapport au béton, est quand même. Il y a une grosse marge. Il y a une grosse marge. Et donc, effectivement, on ne peut pas le laisser apparent et il faut recourir à des revêtements pour le protéger, notamment de l'incendie. Mais pas que. Il y a aussi, voilà, pour passer les réseaux, pour tout ça. Mais je pense dans la construction béton, on est un peu obligé aussi d'avoir recours à comment dire, des habillages. Hein. Il y a pas, le béton, il n'est jamais non plus laissé à l'état libre, enfin plus, comment dire, visible. Donc, il faudrait faire une comparaison globale, effectivement, de tout ça. Des études, il n'y en a pas beaucoup, je crois pas. En tout cas, nous, chez TPI, là, avec un stagiaire, on fait un comparatif sur la R+10 qui est prévu d'être fait en béton bas carbone sur le village des athlètes pour Paris 2024. Donc, on étudie la solution qui est faite en béton bas carbone et on va le passer tout en bois pour faire un comparatif carbone, notamment, et qui va aussi nous montrer un peu les contraintes de ce passage entre les matériaux. Et si j'espère qu'on aura le temps, c'est aussi d'analyser tout le reste, hein, les façades, les revêtements, dessus, dessous, etc., comment ça se passe, le second œuvre, parce que c'est des choses chez nous, TPI, en tout cas, qu'on regarde moins, puisque le cœur de métier, c'est plutôt la structure. Mais donc, j'ai pas la réponse précise à la question, si ce n'est que je pense qu'il y a quand même un gros delta entre le bois et le béton, donc il y a une grosse marge quand même. Ok, merci. Alors, voici la question de Anne-Marie Chauveau. Pour un bâtiment type Hyperion, quel est le pourcentage de matériaux traditionnels qui a été remplacé par du bois? Alors, de mémoire, il s'agit essentiellement des planchers et certains poteaux dans les derniers niveaux. Donc, le pourcentage, là, il faudrait que je demande plus, pour être très précis, à Audrey et Clément. Mais en gros, les cages d'ascenseur et d'escalier ont été réalisées en béton.
Et les poteaux extérieurs en acier, donc les planchers, je ne sais pas ce que ça représente les planchers dans le peut-être 50%, peut-être 50% de 50, je dirais 50% comme ça, 50% de substitution. Mais je vérifierai, Madame Chaud. Je vérifierai. Il faut que je me note. Merci beaucoup. Alors, on a une nouvelle question de Laurence Dadillon. Quid du vieillissement des matériaux bois en façade? Beaucoup de contre-exemples peut être dus au bois en provenance de l'étranger, moins cher et sans intérêt d'un point de vue CO2. Alors, par rapport au CO2, je pense qu'il y en a quand même un petit peu, mais bon, c'est pas là qu'on va avoir le plus de stockage, c'est sûr. Après, c'est pas tant forcément des produits qui viennent de l'étranger, hein, c'est plutôt dû à l'essence de bois déjà qu'on utilise. C'est la conception de la façade, est-ce qu'elle est très fortement exposée aux intempéries ou pas? Il y a la question des UV, donc est-ce qu'elle est bien ventilée la façade? Donc il y a tout un tas de critères au niveau de la conception et le choix de l'essence fait partie de la conception. Et après, comme je disais, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de contre-exemples. Et moi, je suis pas un grand fan enfin en tout cas, je promeut pas beaucoup forcément le bois en façade. Mais bon, ça peut se faire, pas de souci. Sachant que maintenant, il y a des produits qui répondent un peu plus aux attentes, à savoir des produits plus stables et qui sont, on va dire, pré-grisés, c'est-à-dire qu'ils ont subi des traitements en amont pour que quand on les met en œuvre sur chantier, ils aient la même apparence que l'apparence qu'ils auraient eu après environ 5 à 10 ans d'exposition. Donc ça permet de ne pas avoir ces différences de coloration notamment et de déformation. Donc on progresse quand même sur les produits. Après, je peux aussi citer le cas de la Suède et de la Finlande qui ont recours à des produits naturels comme le Falin. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une peinture dans laquelle il y a des pigments naturels qui voilà, permettent au bois de respirer et le protègent. Par contre, ça nécessite un entretien, voilà, environ tous les 5 ans, de refaire la peinture. Cette peinture rouge qu'il y a sur les bardages, que peut-être vous avez eu l'occasion de voir dans les pays scandinaves, et qui est, voilà, qui est très bien adaptée, je trouve, mais qui est peu utilisée en France. Voilà, c'est une autre idée. Ok. Alors, on a une autre question anonyme. Désolée, ça passe un peu du coq à l'âne. Est-ce qu'une augmentation de la production de bois en France pourrait avoir un impact néfaste sur la biodiversité? Non, si c'est fait de façon, comment dire, réfléchie, j'ai envie de dire, en tenant compte de la biodiversité actuelle. Donc l'idée, c'est bien évidemment de ne pas mettre à mal cette biodiversité en préservant, comment on va dire, les différentes essences que constituent nos massifs. Et je ne pense pas qu'en augmentant la forêt avec peut-être plus d'essence destinée à la construction, comment dire, on détériore la biodiversité actuelle. Je ne pense pas. Après, peut-être que l'idée serait de faire venir des gens spécialisés dans cette question de la biodiversité de la forêt, si ça intéresse le groupe et si ça intéresse beaucoup de monde, j'ai l'impression là. Je peux me renseigner pour faire venir un expert de ce domaine-là, mais il me semble qu'il n'y a pas vraiment de danger à vouloir planter plus tout en préservant la biodiversité actuelle. Ok. Et encore une question anonyme sur les pays voisins. Qu'en est-il de leur part de marché? Alors, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique. Quelles sont les parts de marché des projets bois? Ok, je vais essayer de me souvenir. Donc l'Allemagne, on est aux alentours de 20% de parts de marché. Donc c'est un pays qui depuis longtemps est quand même plutôt en avance sur nous. Donc je dis Allemagne, Autriche, c'est un peu ça. Ce qui se développe beaucoup, c'est la construction alors je ne parle pas des maisons, des chalets, hein, ça c'est comme en France, je pense qu'il y a une tradition qui perdure. Voilà, et la progression se fait plutôt sur le bâtiment multiniveau et les bâtiments tertiaires. Et donc là, au total, on est plutôt à 20% de part de marché et ça a une lourde tendance à augmenter. En Italie, il y a eu de belles réalisations de fêtes multiniveaux, mais
sais pas encore, ça doit pas dépasser les, je sais pas, 3 ou 4% à mon avis. Et bon, ils ont quand même aussi été fortement impactés par la crise Covid et puis avant la crise économique. Et donc le bois est utilisé surtout dans les régions, j'ai envie de dire, proches des Alpes et de la Suisse, là, de l'Autriche. Vous voyez, il y a des zones ici qui sont très montagneuses et qui ont l'habitude d'utiliser le bois. Mais je dirais qu'ils ne sont pas en avance sur nous, ça c'est sûr. L'Espagne encore moins. Il y a une petite tendance à utiliser plus de bois, mais pour l'instant, j'observe pas on n'a pas observé beaucoup d'évolution par là. Et puis après, je sais oui, Belgique, il y a une forte augmentation, notamment dans les grandes villes. Ils ont un appétit assez fort pour les constructions multiniveaux en bois, un peu comme nous là sur la région Île-de-France. On voit de plus en plus de projets, donc en Belgique, ça fonctionne bien. Et c'est vrai qu'on se rapproche là de l'Allemagne et de ces pays du Nord. Donc il y a pas une contagion, mais en tout cas une proximité qui fait que eux aussi ils utilisent de plus en plus de bois. Et plus après on va vers le Nord et plus le bois est utilisé effectivement. Et les autres pays comme le Canada et les États-Unis, jusqu'à présent, qui étaient fortement tournés sur la maison individuelle, se mettent de plus en plus à faire aussi des gros projets de bâtiments multiniveaux. Il y a des projets d'IGH aussi. Donc, on voit que partout, l'Australie aussi beaucoup, Londres. Donc, de partout, ça fleurit et il y a un peu une espèce de compétition au multiniveau qui a été, qui est visible. Alors, on a une question de Camille Brun qui demande si, pour augmenter l'envie de construire en bois, est-ce qu'on devrait mieux sensibiliser aux problèmes liés au béton, le ciment, l'extraction de sable, par exemple? J'avoue que peut-être, je ne sais pas. Après, bon, je ne sais pas comment la communication doit se faire. Après, il faut effectivement essayer d'être le plus transparent possible, mais c'est un travail, j'ai envie de dire, à faire aussi avec la filière béton. Je pense qu'eux aussi ont envie de progresser sur ce sujet de l'environnement, c'est normal. On ne pourra pas remplacer tout le béton par le bois, donc on a besoin que tous les matériaux, à mon avis, deviennent plus vertueux. Bon, pour le bois, c'est plus facile intrinsèquement. Et pour le béton, effectivement, alors qui doit faire ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne me permettrai pas d'aller dire que le béton, c'est pas bien. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut plus de bois dans la construction, ça c'est sûr. Et comment le béton peut s'améliorer, je préfère les laisser réfléchir à cette question. Mais en termes de communication, informer le grand public là-dessus, bon, je sais pas comment il faut faire. Mais peut-être qu'il faut mieux informer, j'en sais rien. Mais c'est vrai que le sujet du sable est un autre sujet important au niveau de la ressource. Mais après, j'en connais, je sais pas, je suis pas très pointu sur ce domaine-là. Ok, alors on a beaucoup de questions, je ne suis pas certaine qu'on pourra toutes les poser. Il y a une question anonyme sur les géants du BTP comme Vinci ou Bouygues. Est-ce qu'ils investissent dans le bois? Est-ce qu'ils le font comme sur les centrales à béton, les labos de chaussée? Ouais, c'est en train de venir. En fait, je ne sais pas quelle est la comparaison par rapport aux centrales à béton. Je pense qu'on en est encore un peu loin, mais ceci dit, les intentions sont très claires. Je disais que Bouygues a annoncé sa nouvelle stratégie concernant la construction bois avec la création d'une marque qui s'appelle WeWood. Et donc tout un pôle de construction bois avec bien sûr des ingénieurs, des économistes, des concepteurs, etc. Et plutôt dans une logique de sous-traitance aujourd'hui de fabrication. Par contre, je sais qu'ils forment de plus en plus leurs compagnons à la mise en œuvre spécifique au bois, donc ça c'est aussi un signe fort, et qu'ils ont déclaré qu'ils voulaient que 30% de leur réalisation en Europe soit faite en bois, donc c'est quand même assez énorme.
Ensuite, Vinci fait de la croissance externe en acquérant des entreprises, notamment dans le lamellé collé, comme j'ai oublié leur nom, Fargeau et j'ai oublié l'autre nom, mais bon, peu importe. Donc, qui montrent qu'ils ont des intentions aussi très fortes d'aller dans ces domaines-là. Et le dernier, c'est Eiffage, qui vient d'acquérir Savard, qui est une entreprise spécialisée dans l'ossature bois pour faire des murs et notamment des façades à ossature bois. Donc voilà, tout ça, moi, me fait dire qu'ils se mettent sur les rangs, ça c'est sûr, et que leurs intentions sont de plus en plus claires. Ok, merci. Alors, on a une question de Laurence Dadillon sur l'encombrement d'une structure bois. N'est-il pas pénalisant en hauteur en termes de pas d'étage d'un bâtiment? Quel est l'intérêt d'une structure mixte? Oui. En plancher, ça reste, un peu problématique pour le bois. En fait, il faut le prendre d'une manière générale. C'est-à-dire que si on doit comparer un plancher bois, un plancher béton, pour une même portée à performance équivalente, on aura un plancher bois généralement plus épais. Je parle du plancher bois de la conception générale, du système complet, c'est-à-dire revêtement supérieur, revêtement de plancher et plafond, parce que il faut protéger le bois contre l'incendie, l'acoustique, etc. Et qui fait que finalement on a des épaisseurs. Alors je vais dire par exemple pour 6 mètres de portée, on va avoir 40 cm au total d'épaisseur. Ce qui fait que parfois ça nous sort des gabarits et les PLU font que des fois on peut perdre un étage et ça pose problème. Voilà. Par contre, au niveau des murs, on aura une meilleure optimisation, puisque si on prend le mur de l'ossature bois, par exemple, on aura intrinsèquement au milieu des montants d'ossature l'isolation, si bien qu'avec un mur de 20 cm au total, on aura une très bonne isolation comparé à un mur de béton simplement de 18 cm qui, lui, ne sera pas isolé. Donc, on va perdre de l'espace, j'ai envie de dire, en mètres carrés, ce qui n'est pas mieux. Donc, vous voyez, on perd d'un côté, on gagne de l'autre. C'est pas toujours évident à expliquer, mais ça fait partie des choses que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la bonne équipe qui connaît un peu toutes ces problématiques fait qu'au final, on conçoit en fonction du matériau. Mais c'est vrai que les planchers bois aujourd'hui, pour une même portée, présentent des épaisseurs plus importantes. Et pour la question de la mixité bois-béton, il y a des solutions effectivement de bois béton connecté, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a soit une dalle ou des poutres en bois qui travaillent en traction et qui sont connectées à une dalle béton par des tire-fonds, des goujons, des assembleurs métalliques, et qui présentent des systèmes assez intéressants en termes de raideur et qui permettent d'avoir des planchers un peu plus optimisés en épaisseur. Par contre, on revient dans un système de filière humide, pas toujours évident à gérer sur chantier, mais il y a des choses intéressantes. En plus, tout ça, c'est sous avis technique, donc ça oblige à prendre un fabricant en particulier, ce que les promoteurs, les maîtres d'ouvrage n'aiment pas forcément. Mais c'est une solution qui est intéressante, je suis d'accord. Ok, alors tu as évoqué les ouvrages d'art en bois. Il y a une question sur est-ce que tu as des exemples d'ouvrages d'art ou mixtes? Oui, il y en a plein. Pas beaucoup en France, malheureusement, mais il y en a quand même. Je ne pourrais pas les citer, mais pas plus tard que cet été, j'étais 2 semaines au Pays Basque et du côté d'Espelette, et j'ai pris en photo une très belle passerelle en bois qui enjambe une double voie. Donc, c'était un exemple comme ça qui me faisait repenser au fait qu'on devrait mettre plus de bois dans les ouvrages d'art. Alors là, c'est un petit ouvrage comparé à un pont routier, par exemple, mais il y a des exemples d'ouvrages d'art, de ponts routiers où notamment on fait le tablier en béton, par exemple, et puis en dessous, on a des poutres en bois.
ou alors après je ne suis pas un spécialiste des ponts, mais des structures avec voilà, des poutres de renfort, etc., bon, pas des tirants, mais j'ai envie de dire des arcs, par exemple, qui sont en bois. Et c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait développer. Pour ça, il faut qu'on réfléchisse comment on va s'y prendre, parce que là, il y a du travail quand même. Il faut arriver à convaincre, en fait, les décideurs. Alors, sur une question de Florence Kersalé sur notre autonomie en bois. Est-ce qu'on a des accords européens de production? Sur notre, pardon, j'ai pas entendu Sur notre autonomie, l'autonomie en bois. J'imagine que c'est la capacité disponible pour ne pas mettre à mal l'équilibre forestier. Moi, je le comprends comme ça. Donc, je ne pense pas qu'on est d'accord au niveau européen à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Et d'une manière générale, aujourd'hui, il n'y a pas assez de construction bois pour, je pense, commencer à parler de ça. C'est-à-dire que la forêt européenne est en très bonne santé et les massifs sont plutôt en expansion qu'autre chose. Ceci dit, si demain on avait des effets combinés de sécheresse, par exemple, ou d'incendie et d'accroissement de la demande, on pourrait se poser la question effectivement de quotas ou de voilà, je sais pas, j'avoue que j'ai pas encore je ne suis pas encore arrivé à ce niveau de réflexion. Pour l'instant, j'essaie plutôt de promouvoir la construction bois, mais non, au niveau européen, je crois pas. J'ai pas entendu parler d'histoire d'autonomie, de quotas, etc. Ok, merci. Alors, on a encore le temps pour quelques questions, peut-être. Oui. Alors, j'ai la question de Bernard Quesnay, qui dit que le choix du bois donc, pour la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris est une bonne nouvelle pour la filière et pour le monument. Une question subsiste, toutefois, est-il possible d'assurer le séchage des bois dans le temps imparti? Je pense que oui. Alors, quel est le temps imparti, c'est la question. Alors moi, je suis d'accord, très très content de voir qu'on va remplacer le bois qui a brûlé par du bois de nos forêts, donc probablement du chêne, j'imagine. Et vu les sections de bois, effectivement, je ne sais pas combien de temps il faut laisser à l'air libre ce bois pour qu'il sèche, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on aura le temps? Je ne sais plus quel est le calendrier. Et alors moi, je me souviens qu'à titre personnel, quand je travaillais chez les Charpentiers de Paris, on faisait beaucoup de monuments historiques et qu'on avait ce type de problématique. Donc le bois, il avait été coupé, je n'ai pas envie de vous dire la semaine d'avant, mais pas loin. Donc il arrivait totalement quand même assez humide sur les chantiers. Et d'une manière générale, la conception, enfin en fait dans ces monuments historiques, il y a énormément de triangulation et il y a beaucoup de bois qui fait que finalement on n'a jamais observé, moi en tout cas j'avais jamais observé de sinistre de bois de déformation. Et il y a un surdimensionnement aussi qui est assez important, qui fait que pour les phénomènes de fluage par exemple liés à l'humidité, voilà, on n'a jamais, enfin moi j'ai jamais observé de problème par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des très grosses sections sèches, en tout cas au taux d'humidité qu'il faudrait au moment de la mise en œuvre. Donc bon, je sais pas, il faudrait arriver à leur poser la question, mais je suis pas sûr qu'ils aient la réponse. Mais, pour moi, c'est moins un sujet que comment dire, si on était en intérieur chauffé dans un plancher d'une habitation. Là, pour une église, bon, des combles ventilés, ça me pose moins de problèmes. Pardon. Merci beaucoup. Alors, peut-être encore une ou deux questions, si c'est OK pour toi. Oui, oui, sans problème. Il y a la question de Frédéric Hervé. Dans un climat politique plutôt vert, quelles sont les réticences réglementaires
Par exemple, est-ce qu'il s'agit de sécurité incendie? Là c'est le sujet principal aujourd'hui. Comme j'expliquais tout à l'heure, l'industrie de la construction bois va plus vite en termes d'importance de projet et surtout de hauteur. Et on a une sécurité, comment dire, une réglementation incendie qui n'est pas très bien adaptée, en tout cas qui suit trop doucement cette évolution. Et donc on est prêt, moi-même j'y travaille au nom de CETEC dans des commissions pour essayer de faire évoluer la sécurité incendie. Et en face de nous, on a quand même l'avis des pompiers qui compte énormément et qui nous fait parfois douter de certaines dispositions qu'on aurait pu penser mettre en œuvre pour aller plus vite. Et du coup, ça nécessite de faire beaucoup d'essais. Et les essais, c'est coûteux et ça prend du temps. Donc, bon, voilà, on est obligé de prendre notre mal en patience. Mais c'est pas tant une question de réticence que plus une volonté de faire les choses bien. Voilà, on sait que le bois est un matériau combustible. Donc, à partir de là, il faut qu'il y ait une sécurité quand même qui soit acceptable. Et de fait, on ait des solutions, une réglementation bien adaptée. Et aujourd'hui, il y a encore un peu de travail. Mais c'est principalement la sécurité incendie qui aujourd'hui pose un peu problème. Ok, alors et peut-être une dernière question. Peut-être une dernière question et on pourra publier les questions qui n'ont pas été répondues. Si D'accord. Ouais, très bien. Il y a une question sur les filières de construction bois locales dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte en particulier. Est-ce que tu connais cette filière? Très peu. Moi étant même originaire de La Réunion, je connais un peu Mayotte. J'ai un ami qui a encore pas longtemps y vivait et était menuisier. Mais j'ai pas eu l'occasion de parler de la filière bois locale avec lui et comment il s'approvisionnait, etc. Non, j'avoue que Mayotte, j'ai un peu de mal à situer. Il faudrait que je me renseigne. Enfin, si vraiment il y a un besoin, je peux poser des questions. Mais je ne sais pas quel bois ils utilisent et comment ils s'approvisionnent. Je ne suis pas sûr que ce soit très, très développé. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que la construction bois soit très développée. Ok. Est-ce que tu veux encore une dernière question? Vas-y. Là, il y en a une qui n'a pas été posée, mais qui est liée à la sécurité incendie aussi. Est-ce que le fait que le bois soit encapsulé dans certains ouvrages, cela présente-t-il un risque de pérennité vis-à-vis de l'eau? Alors, déjà, je vais préciser encapsulé pour ceux qui se posent la question. Encapsulé, ça veut dire protégé complètement enfermé. Comme je disais tout à l'heure, dans le cas d'un plancher, avec par exemple un plafond en placo et au-dessus, ça peut être une chape, ça peut être une chape sèche ou humide avec un revêtement type parquet ou autre. Donc, et puis en paroi, c'est pareil, le bois est compris entre un revêtement intérieur et un revêtement extérieur. Effectivement, alors pour un usage naturel, il n'y a aucun risque. Après, se pose la question du dégât des eaux. Par exemple. Donc l'idée c'est que dans toutes les pièces humides, on assure la meilleure étanchéité possible au-dessus du plancher bois. Et si ça ne devait pas suffire parce qu'à un moment donné l'eau vient se mettre dans le plancher, à ce moment-là, la meilleure solution c'est de faire en sorte qu'il y ait une ventilation, c'est-à-dire d'enlever une partie, toute ou partie du plancher, du revêtement de plancher, celle du revêtement de plafond, de laisser sécher, ça sèche en général assez vite, puisque le bois ne va pas reprendre tant que ça en humidité, c'est pas non plus une éponge. Il faut laisser sécher et refaire derrière. Voilà, mais l'idée c'est quand même d'assurer l'étanchéité des pièces humides pour éviter que si jamais il y a un dégât des eaux, ça n'atteigne la structure. Voilà ce que je peux dire. L'idée c'est d'éviter que le bois soit au contact de l'eau d'une manière générale. Merci beaucoup.
Il nous reste 5 minutes. Il y a une question qui a été posée plusieurs fois, donc peut-être je peux te la poser. Vas-y. La dernière. Quelle est la différence structurelle, la résistance à la compression entre les feuillus et les épineux? C'est quoi déjà? Je me souviens plus. Ça doit être 30 mégapascals pour le chêne et environ 24 pour le résineux, enfin pour le sapin. Ouais, c'est ça, parce que chez les feuillus, on a les D30, D25, D30, D35. Et pour les résineux, on a C18, enfin C16, C18, C24, C30. Donc en fonction de la densité, en fait, c'est la densité des bois qui fait leur résistance. Et comme les feuillus sont plus denses, donc plus lourds, ils offrent plus de résistance d'une manière générale, que ce soit à la compression ou à la flexion. Et effectivement, ça se joue dans ces ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'un chêne moyen, enfin un D30, dans la construction, on va plutôt utiliser un D30 ou un D35, donc 35 mégapascales en compression de mémoire, et comparé au résineux qui va être plutôt en C24.